Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau d'acide linoléique. Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, je vais rajouter des choses qui manquaient, et puis je vous propose un petit question-réponse. Alors tout petit rappel, l'acide linoléique est un acide gras qui est essentiel à l'humain. Ça veut dire qu'on en a impérativement besoin, au même titre que la vitamine C, mais la chose importante à retenir, c'est qu'on en a besoin qu'en très petite quantité. On a besoin uniquement de quelques grammes par jour. Or, la consommation moyenne des gens aujourd'hui en acide linoléique, c'est 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus que la quantité dont on a besoin. Donc que fait le corps de tout cet acide linoléique dont il n'a pas besoin? Eh bien, cet acide linoléique, il ne sait pas quoi en faire. C'est un acide gras qui peut difficilement être brûlé sous forme d'énergie, et donc il va devenir toxique, littéralement toxique pour notre organisme. Comme je vous avais dit, cet acide linoléique, il a des propriétés super intéressantes. Alors je parle des propriétés négatives et c'est ironique évidemment. C'est qu'il va nous donner faim, et qu'en plus il va nous faire prendre du gras. Donc pour plus d'infos, vous allez voir la vidéo numéro 1 qui traite de ce sujet. Si vous ne la trouvez pas, le lien est de toute façon dans la description. Alors si on en consomme trop, c'est tout simplement parce qu'il y en a trop dans notre alimentation. On va consommer trop de végétaux qui contiennent naturellement cet acide gras. On va consommer aussi des animaux qui ont été nourris avec des végétaux qui contiennent trop de ce gras. Et puis on va consommer des huiles végétales qui contiennent des quantités énormes d'acide linoléique. Alors juste un petit exemple. Vous avez l'huile de cartame, qui est probablement une des huiles qui en contient le plus, puisqu'elle en contient jusqu'à 80%. Si vous prenez 3 cuillères à soupe d'huile de cartame, ça fait à peu près 30 grammes d'huile, et bien vous allez avoir à peu près 25 grammes d'acide linoléique. Sachant que dans l'idéal, il ne faudrait pas en consommer plus de 5 à 10 grammes par jour, et que la valeur maximale autorisée, ce serait autour de 20 grammes par jour. Alors dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de l'huile de tournesol oléique, je n'en avais pas encore acheté. Là j'en ai acheté, là j'ai pu en acheter une bouteille, et j'ai voulu voir si c'était quand même vraiment de l'acide de tournesol oléique, parce que sur la bouteille il y a juste marqué huile de tournesol. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la mettre au frigo, sachant que l'huile d'olive fige quand on la met au frigo. Je me suis dit, vu que ça contient majoritairement de l'acide oléique, ça va figer. Ça n'a pas figé. Je me suis dit mince, je me suis fait avoir, c'est pas de l'huile de tournesol oléique, c'est peut-être de l'huile de tournesol classique. Donc j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que le point de solidification de l'huile de tournesol oléique est entre -6 et -12 degrés. Donc forcément, vu que dans un frigo il fait à peu près 5 degrés, ça ne peut pas figer. Pour info, le point de solidification de l'huile d'olive, c'est entre -3 et 6 degrés. Ah, et chose que j'ai pas dite, suivant que l'huile de tournesol oléique soit raffinée ou pas, son point de solidification, il peut changer. Donc il varie de -6 à -12 avec une huile raffinée, mais si elle n'est pas raffinée, ça peut être entre -12 et -18. Voilà, donc la seule solution, c'est de la mettre au congélateur et de vérifier, chose que je n'ai pas faite. Alors par contre, quand on la met au frigo, elle devient très légèrement trouble. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai voulu tester ce que donnait cette huile qui n'est pas raffinée quand on la fait chauffer dans une poêle. Une huile de tournesol non raffinée, il y a un point de fumée qui est assez bas. Donc dès que je la fais un petit peu chauffer, il y a de la fumée qui va apparaître. Là, aucune fumée. Donc, a priori, c'est bien l'huile de tournesol oléique. Alors, j'ai testé cette huile en faisant quelques mayonnaises. C'est vrai que j'ai pas de sensation de nausée comme je peux avoir avec certains corps gras qui ne me conviennent pas, donc ça c'est plutôt bon signe. La mayonnaise est bonne, elle a un goût très léger de graines de tournesol, mais en tout cas c'est un goût qui est beaucoup moins fort qu'avec l'huile d'olive. Alors c'est une huile de graines, c'est vrai que je déconseille les huiles de graines. C'est une huile de graines qui a été fabriquée par l'homme, puisque l'huile de tournesol oléique n'existe pas. Après, est-ce que c'est mauvais de la consommer vu sa composition? A priori non. Ça reste une huile qui a une très bonne composition, puisqu'en fait elle va contenir autour de 85-88% d'acide oléique, donc l'acide gras de type oméga 9. Elle va contenir autour de 6-7% d'acide gras saturé, et surtout elle ne va contenir que 5% d'acide gras polyinsaturé. Et c'est cela qui pose problème dans les huiles végétales, parce que ce sont des acides gras qui sont hyper fragiles, qui vont s'oxyder à la lumière très facilement, à l'air très facilement, et à la chaleur aussi. C'est pour ça que quand on achète une bouteille d'huile riche en acides gras polyinsaturés, déjà dans la bouteille, elle est en partie oxydée. Donc je ne vais pas vous dire que c'est une huile parfaite, je n'en sais rien. En tout cas, pour le moment, j'ai pas vu de truc négatif en la consommant. Donc pour ceux qui auraient envie d'une alternative à l'huile d'olive, pourquoi pas.
D'autant plus que dans l'huile d'olive, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, et c'est quelqu'un qui a laissé un commentaire sous une vidéo qui m'y a fait penser. Aujourd'hui, la mode, c'est aux huiles d'olive fruitées. Donc on utilise pour faire une huile d'olive fruitée, donc qui a un goût amer plus prononcé, on va utiliser des olives vertes. Et comme je vous l'ai déjà dit, un fruit mûr contient pas ou très peu de lectine, alors qu'un fruit pas mûr, c'est-à-dire une olive, va contenir des lectines. Pourquoi? Eh bien parce que la plante, elle a envie qu'on mange son fruit quand il est bien mûr, et donc quand la graine est mature, pour pouvoir disséminer la graine. Et à contrario, la plante ne veut surtout pas qu'on mange le fruit alors qu'il n'est pas mûr, et donc que la graine n'est pas mûre, puisque à ce moment-là, la graine qui va être disséminée dans la nature ne donnera jamais de plante. Donc en toute logique, une huile d'olive faite avec des olives vertes, eh bien elle va contenir beaucoup plus de lectine qu'une huile d'olive faite avec des olives mûres, hein, ce sont les huiles d'olive douces. Alors j'ai pas encore pu tester si je ressentais une différence en consommant de l'huile d'olive douce ou de l'huile d'olive fruitée. C'est vrai que j'ai un stock d'huile d'olive fruitée, donc c'est un peu con, mais bon, voilà. Je vais quand même l'utiliser. J'ai simplement décidé de diminuer ma consommation d'huile d'olive parce que je pense que j'en consommais trop. Et puis un jour peut-être, je ferai un test pour voir si je ressens une différence entre huile d'olive fruitée et l'huile d'olive douce. Faire un test par exemple sur une semaine, ne consommer que de l'huile d'olive douce, et puis ensuite sur la semaine suivante, ne consommer que de l'huile d'olive fruitée. Alors dans la première vidéo sur l'acide linoléique, je ne vous ai pas parlé du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, et notamment le poisson gras, ça fait partie des aliments qui contiennent peu d'acide linoléique, donc je n'ai pas vu l'intérêt d'en parler. Mais bon, il se trouve que, évidemment, on m'a posé des questions, parce que vous me posez toujours des questions sur des choses auxquelles j'ai pas pensé ou que je pensais pas utiles. Alors j'ai quand même un petit peu regardé quelle quantité d'acide linoléique on a dans les poissons, notamment les poissons gras. Alors dans la sardine, on a à peu près 7% d'acide linoléique. Alors c'est toujours une valeur qui est donnée sur la teneur totale de gras. C'est pas sur la teneur de la sardine. Il n'y a pas 7% d'acide linoléique dans 100 g de sardine. Il y a 7% sur la part de gras dans la sardine. Par exemple, dans une sardine fraîche, vous avez à peu près 6 à 13 g de gras. Alors on va arrondir, on va prendre le chiffre de 10 g. On va supposer qu'il y a 10 g de gras dans notre sardine fraîche. Et du coup, 7% de 10 g, ça fait 0,7 g. Donc sur 100 g de sardine, vous avez 10 g de gras, dont 0,7 g d'acide linoléique. Alors on pourrait faire pareil pour le maquereau, sachant que dans le maquereau, vous avez à peu près 10% d'acide linoléique, dans le hareng à peu près 6% et dans le saumon à peu près 9%. Donc ça reste des valeurs faibles. Si vous mangez par exemple 300 g de sardines sur une journée, sur ces 300 g, vous aurez à peu près 2 g d'acide linoléique. Donc on est bien en dessous des 5 à 10 g idéalement conseillés. Alors on va revenir maintenant sur les œufs parce que je vous en ai parlé un petit peu par rapport aux produits bleu blanc cœur à la suite de la vidéo 1. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des commentaires et des liens avec quelqu'un qui avait étudié la problématique des œufs. Et du coup, c'était super intéressant. Alors, je vous affiche ce tableau que j'ai un petit peu amélioré par rapport au site pour rendre certaines choses plus claires. Alors, j'ai rajouté le nom des acides gras qui ne figuraient pas sur le tableau d'origine, donc acide oléique, acide linoléique, acide alpha-linolénique. D'ailleurs, je m'étais un petit peu trompé dans la première vidéo, ma langue avait fourché entre l'acide linoléique et l'acide linolénique ou alpha-linolénique, qui est le vrai nom complet. L'acide linoléique, c'est celui dont je vous parle, c'est un oméga 6, et l'acide alpha-linolénique, c'est un oméga 3. Ensuite, on a l'acide arachidonique, que le corps va fabriquer en théorie à partir de l'acide linoléique, et ensuite on a le DHA, que le corps en théorie va fabriquer à partir de l'acide alpha-linolénique. Alors je vous dis en théorie parce que dans la pratique, l'humain, il a du mal à faire ça. Les animaux y arrivent plutôt bien, mais nous, on a beaucoup de mal. Par exemple, pour transformer de l'acide alpha-linolénique en DHA, le taux de conversion, il est extrêmement faible. Il est autour d'environ 0,5%. Ce qui veut dire que, en supposant que vous consommiez 100 g d'acide alpha-linolénique, ce qui est énorme, vous allez fabriquer en moyenne 0,5 g de DHA. Alors ce que vous voyez dans ce tableau, il y a 3 colonnes. Il y a les œufs conventionnels, première colonne. Vous avez deuxième colonne, les œufs bio, organiques, ça veut dire bio en anglais. Et puis dans la troisième colonne, vous avez les œufs qui ont été enrichis en oméga 3. Donc il y a plusieurs études qui ont traité de ça. Là, ce qui a été pris, c'est une des études, qui
qui est assez représentative. Les données qu'on voit dans les colonnes du tableau, c'est en pourcentage par rapport aux lipides totaux. Par exemple, l'acide linoléique, dans les œufs conventionnels, il y en a à peu près 13% de la part de lipides. Donc dans un œuf, vous avez à peu près 5-6 grammes de lipides. Il y a 13% de ces 5-6 grammes qui sont de l'acide linoléique. Ensuite, dans un œuf bio, c'est aussi à 13%, et dans un œuf oméga 3, c'est 13,7, donc ça ne change pas beaucoup. Pour que ce soit plus représentatif, moi je vous ai mis la valeur pour 100 grammes. 100 grammes, c'est à peu près 2 œufs. Un œuf, ça pèse entre 50 et 60 grammes en moyenne. 50 grammes, c'est un petit œuf, puis on a des œufs gros qui vont peser 70 grammes. Mais bon, vous voyez qu'avec ces chiffres, 2 œufs en moyenne, ça vous apporte 0,58 grammes d'acide linoléique, donc c'est faible, que ce soit en conventionnel ou en bio. Et quand on passe avec des œufs qui sont enrichis en oméga 3, ça nous amène 0,60 g d'acide linoléique. Donc ça reste faible en fait. Ce que je vous avais dit sur la viande de porc, dont les porcs avaient une alimentation enrichie en oméga 3, ça ne s'applique pas sur l'œuf. En fait, il y a une différence entre le gras qu'un animal stocke et le gras qui est contenu dans un produit très particulier qui est l'œuf, qui sert à la reproduction des animaux. Les poules, elles n'ont pas fait des œufs pour qu'on les mange. Les poules, elles ont fait des œufs pour se reproduire. Et même si le gras qui a au niveau de la peau de la poule, ou le gras qui a à l'intérieur dans la poule est un gras qui est très riche en acide linoléique, puisqu'il va y en avoir 20 à 30%, le gras qui va être dans les œufs, il va peu varier en termes d'acide linoléique, que ce soit dans un élevage de poules conventionnelles, dans un élevage bio, ou dans un élevage de poules qui ont une alimentation enrichie en oméga 3. Alors la différence va être plus notable avec l'acide alpha-linolénique. Donc ça, c'est l'oméga 3 qu'il y a naturellement dans les végétaux. Au final, pour nous qui allons manger ces œufs, il n'y aura pas beaucoup d'acide alpha-linolénique, mais la différence, elle est quand même importante. Elle est 10 fois plus importante dans les œufs enrichis en oméga 3. Mais encore une fois, cet acide alpha-linolénique, on s'en fout un petit peu parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose en fait. Alors ensuite, l'acide arachidonique, c'est un acide gras de type oméga 6 qu'on est supposé fabriquer à partir de l'acide linoléique. Mais dans la pratique, ce taux de conversion, il sera faible. Mais dans l'œuf, il y a naturellement de l'acide arachidonique. Et en tant qu'oméga 6, c'est clair qu'il ne faut pas en consommer trop. Mais quand vous regardez la quantité de cet acide arachidonique dans les 3 types d'œufs, en fait, ça varie très peu. On passe de 0,08 en conventionnel à 0,05 en œufs dont les poules ont été nourries avec des oméga 3. Et puis on va finir avec le DHA, qui est naturellement dans le jaune d'œuf. Ce DHA, il est intéressant, mais encore une fois, la différence entre 100 g d'œufs conventionnels, 0,04 g, pareil en bio, et en œufs bleu blanc cœur, on va dire, qui ont été enrichis en oméga 3, 0,09 g, c'est pas énorme. Alors effectivement, il y en a 2 fois plus, mais ça reste des quantités qui sont relativement faibles. Alors je vous invite à lire les 2 articles qui ont été écrits sur ce sujet-là, c'est vraiment très intéressant. Juste petite précision sur le taux de conversion en moyenne des humains de l'acide linoléique en acide arachidonique, qui sont, je vous le rappelle, 2 oméga 6, ce taux de conversion, il est inférieur à 5%, donc il est faible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si votre alimentation contient naturellement une certaine quantité d'oméga 3, ce taux de conversion, il va encore baisser. Parce que les oméga 3 vont inhiber la conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique, ce qui du coup peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, parce que ça va réduire l'inflammation et le risque de certaines maladies chroniques à cause de cet excès d'acide d'oméga 6 que la plupart des gens ont. Alors passons maintenant aux questions-réponses. Il y a pas mal de questions qui ont été posées et donc je vais y répondre de suite. J'ai une remarque de Amenadiel qui me dit « La noisette nature ou en huile n'est jamais citée ». Alors c'est vrai que j'ai pas donné des exemples pour tous les oléagineux. Je vous rappelle juste que la noisette, comme tout oléagineux, c'est un aliment gris. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir la vidéo qui parle de ce sujet-là. En fait, j'ai fait 2 vidéos. Ça veut dire que c'est un aliment qui va être riche en lectine. Ce sont des substances qui sont naturellement produites par les plantes pour lutter contre les prédateurs qui ont envie de manger ces plantes. Parce qu'une plante n'a pas de jambes pour courir, n'a pas de griffes pour se défendre. Par contre, elle va produire des molécules qui vont éviter que ses feuilles, ses tiges et ces graines ne soient mangées. Donc ça peut aller d'un inconfort digestif jusqu'à un vrai empoisonnement. Donc comme tous les oléagineux,
la noisette est un aliment inflammatoire chez beaucoup de personnes. Alors juste petite astuce, les lectines, ce sont des substances, ce sont des protéines qui sont sensibles à la chaleur. Donc le meilleur moyen que je connaisse aujourd'hui pour neutraliser au moins en partie ces lectines, c'est la chaleur. Donc si vous voulez consommer des noisettes, mais je vous rappelle encore une fois que ça marchera que si c'est en petite quantité, mais en supposant que vous ayez envie de consommer quelques noisettes tous les jours, eh bien si vous prenez des noisettes qui ont été torréfiées, légèrement grillées, eh bien vous allez avoir une disparition des lectines. Alors quelle quantité, je ne sais pas, mais en tout cas, vous devriez remarquer une différence entre des noisettes non grillées et des noisettes grillées. Alors moi je vous recommande de le faire vous-même. Vous pouvez le faire dans un four à une température juste ce qu'il faut. Alors il va falloir tâtonner, je ne sais pas combien il faut de degrés. Mais voilà, vous pouvez faire ça pour les noisettes et pour les autres oléagineux. Si vous voulez vraiment en consommer de temps en temps, c'est clair que légèrement grillé, ce sera moins problématique que cru. Revenons à notre huile de noisette. Alors l'huile de noisette, elle a à peu près 70 à 80% d'acide oléique, 10% d'acide linoléique et 10% d'acide gras saturé. Donc sur le papier, c'est une excellente huile. Par contre, le gros inconvénient de cette huile, c'est qu'elle est chère, elle est hyper chère. En moyenne, c'est autour de 50 € le litre. Donc, ok, c'est une bonne huile, a priori, si on regarde son analyse nutritionnelle. Par contre, il faut avoir les moyens. Alors après, une question de festivalier qui me demande, est-ce que les poissons gras sont problématiques? En termes d'acide linoléique, comme on l'a vu, non, puisque ça contient quand même peu d'acide linoléique. En revanche, en termes de polluants, de métaux lourds, de PCB, et de tout ce que vous voulez, oui, c'est problématique. Donc, les poissons gras, à consommer avec modération à cause de ces polluants. Mais sinon, si l'humain n'avait pas pollué toute la planète, ce serait d'excellentes sources de gras et de protéines. Un mail de Marilyn. Merci pour vos vidéos que je visionne avec toujours autant d'intérêt. Je viens d'écouter vos conseils sur l'acide linoléique. J'ai bien noté les aliments qui seraient souhaitables de minimiser. Cependant, quels sont les aliments, quel gras à privilégier en régime cétogène s'il vous plaît? J'ai réduit drastiquement les oléagineux, les fromages et le beurre, intolérance aux produits laitiers. Quel gras puis-je consommer? Le thym, donc la purée de sésame, la coco, quelle huile? Merci pour vos conseils. Alors à ma connaissance, le meilleur gras, ce serait la graisse de bœuf bio avec des animaux qui ont été nourris à l'herbe. Le gras d'agneau, c'est aussi un excellent gras parce que encore une fois, a priori, ils ont été nourris à l'herbe. Et si on est intolérant, il reste quand même le ghee. Voilà, le ghee qui est du beurre clarifié. On a enlevé l'eau. Il y a à peu près 20% d'eau dans le beurre. On a enlevé le lactose. Il y en a moins de 0,9%. Et on a enlevé la caséine. Il y en a aussi moins de 0,9%. Donc le ghee, ça reste une bonne alternative. Alors c'est plus cher en termes de prix que la graisse de bœuf bio. Alors je vais vous mettre le lien de la graisse de bœuf bio là où je l'achète, parce qu'on me le demande à chaque fois. Là où je l'achète, c'est à peu près 5 € le kilo. Et le bocal de ghee bio que j'achète, il est à 15,50 € les 500 grammes, donc ça fait quand même 31 € le kilo. Donc c'est clair que passer de 5 € le kilo à 31, c'est pas du tout le même budget. Mais pour varier les sources de gras, on a quand même du ghee. J'utilise aussi du beurre au lait cru. Et puis sinon, il y a l'huile d'olive que j'utilise de temps en temps, mais encore une fois, ça peut poser problème. Et je pense que moi, ça me pose problème. C'est certain que j'en consommais trop. Et sinon, il reste l'huile de tournesol oléique. L'huile de coco, ça peut convenir à certains. Moi, c'est pas un bon gras, c'est pas un gras qui me convient, donc testez, vous verrez bien. Le thym, donc la purée de sésame, ça reste quand même assez riche en acide linoléique, il y en a 20%. Donc pour faire sa sauce de salade comme je la fais avec de la purée de sésame, ok, parce que ça va être dilué dans toute la sauce, mais voilà, c'est pas un truc à manger à la petite cuillère. Ensuite, petit commentaire un peu énervé de Dania, on n'y comprend plus rien, j'entends tout et son contraire. Une vidéo citant les bienfaits de l'acide linoléique par exemple, c'est comme cela pour tout. Alors, quelqu'un qui va vous citer les bienfaits de l'acide linoléique, il ne va pas se planter. Par contre, soit il est honnête, il vous dit que effectivement cet acide linoléique, il a des bienfaits pour l'humain, mais uniquement si on en consomme peu, c'est-à-dire les quantités pour lesquelles on est fait. Par contre, le constat, c'est que quasiment tout le monde en consomme beaucoup trop. On en consomme 20 à 30 fois trop. Dans la première vidéo, pour que vous compreniez bien, je vous avais donné l'exemple de l'eau. On a besoin de consommer à peu près 2 litres d'eau par jour. C'est pas parce que consommer 2 litres d'eau, c'est bon pour la santé, qu'en consommer 20 litres, ce sera tout aussi bon. D'ailleurs, même à 10 litres d'eau par jour, ça commence à être très problématique et une personne qui ferait ça, elle mettrait sa santé en jeu. Donc oui, l'acide linoléique, c'est un bon acide gras.
si quand on le consomme, il n'est pas déjà oxydé, et surtout si on en consomme la bonne quantité, la quantité dont le corps a besoin. Mais ça arrive quasiment jamais. Tout le monde en consomme trop. Alors ensuite, un commentaire de Co6. Merci pour cette vidéo, je me suis posé cette question il y a quelques mois et c'est pas simple de rester autour de 10 grammes d'oméga 6 quand on consomme plus de 200 grammes de lipides par jour, mais on y arrive. Ça réduit en effet les choix, mais ça je m'en fiche un peu en vrai. Tu ne parles pas du rapport oméga 6 oméga 3. Est-ce qu'on peut compenser un excès d'oméga 6 par plus d'oméga 3? Est-ce que les oméga 3 en excès sont également problématiques? Alors effectivement, je ne parle pas de ce rapport oméga 6 oméga 3. Idéalement, on devrait être autour de 1. Au pire, on devrait être autour de 3. Donc 3, ça voudrait dire 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Voilà, au pire, on devrait être autour de ça. Mais avec ce rapport, le problème, c'est que si vous consommez trop d'oméga 6, pour que le rapport il soit par exemple de 1, si vous consommez, supposons que vous consommiez 20 grammes d'oméga 6 par jour, pour que vous ayez un rapport de 1, ça veut dire que vous consommiez 20 grammes d'oméga 3 par jour, mais ça va être impossible. Le problème avec cette histoire de rapport, pour avoir un bon rapport oméga 6 oméga 3, c'est que si on se réfère à notre consommation d'oméga 6, comme on en consomme beaucoup trop, on ne pourra jamais consommer autant d'oméga 3. Et pour avoir un bon rapport, ce que font les instances officielles, c'est qu'elles vont tenir compte des oméga 3 végétaux, donc de l'acide alpha-linolénique, qu'on trouve dans les huiles végétales de type colza, de type noix, de type cameline, de type graines de lin. Sauf que cet acide alpha-linolénique, on s'en fout un petit peu, parce que notre taux de conversion en EPA et en DHA, il est faible, comme je vous l'ai dit. Du coup, les instances officielles elles vont chercher dans quels aliments on va retrouver des oméga 3, même si ces oméga 3 ne nous servent pas à grand-chose, mais en gros, c'est du foutage de gueule. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer sa consommation d'oméga 6. Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on ne pourra jamais compenser une consommation excessive d'oméga 6 avec des oméga 3, et les vrais oméga 3 dont on a besoin, c'est l'EPA et le DHA, qu'on trouve dans les produits animaux. Et j'allais oublier de vous dire également que la problématique, c'est que de toute façon, on ne doit pas consommer trop d'oméga 6. Il ne faut pas dépasser les 5-10 grammes par jour. Donc quelqu'un qui consommerait 20 grammes d'oméga 6 et qui arriverait malgré tout à consommer 20 grammes d'oméga 3, il aurait de toute façon trop de ces oméga 6 et trop de ces oméga 3. Le corps en a besoin de petites quantités. Dès qu'on dépasse les quantités dont a besoin le corps, cet élément, ce nutriment, il devient un déchet que le corps va devoir éliminer. Alors à la question, est-ce que les oméga 3 en excès posent problème? Bah oui, on n'est pas fait pour consommer ces acides gras essentiels en quantité excessive. Le corps, il a besoin de tout dans une certaine quantité, à peu près évidemment. Mais si vous consommez 10 fois plus d'oméga 3 que ce dont vous avez besoin, ça va être comme avec l'acide linoléique. Cet oméga 3 en excès, qu'est-ce qu'il va en faire le corps? Il ne peut pas l'utiliser, c'est pas un bon carburant, donc il en fait quoi? Ça devient un déchet, ça devient quelque chose qu'il va devoir éliminer, et donc ça va être un problème. Alors ensuite j'ai eu une autre remarque. Bonjour, comme je l'ai écrit sur une chaîne amie, l'acide linoléique n'est que le précurseur de l'acide arachidonique à l'origine de différentes prostaglandines, dont certaines inflammatoires. Cet acide arachidonique lui-même est d'abord présent dans les produits animaux, en premier les œufs et ensuite les viandes et poissons. Ça pose évidemment la question du report sur ce type de produit de ceux, comme moi du reste, qui optent pour une diète céto ou carni. Dans l'absolu, il faudrait presque se limiter à des feuillus frits dans de la graisse, plus des suppléments pour limiter les carences. Il faut souligner aussi que l'OMS recommande 8,5 grammes d'acide linoléique par jour et que c'était environ 4 grammes dans les années 80. Pour en finir, l'acide linoléique est aussi à l'origine de prostaglandines anti-inflammatoires et anti-agrégantes de la série PG1. Je l'écris ici car c'est très souvent oublié suite à l'adoption du schéma trop réducteur oméga 3 égale anti-inflammatoire, oméga 6 égale pro-inflammatoire. Ok, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les chiffres. Bon, on a vu tout à l'heure que dans les œufs, il y avait effectivement de l'acide arachidonique, mais en fait, il y en a peu. Dans un œuf, vous en avez à peu près 0,04 g. Dans 100 g de viande de bœuf, vous en avez à peu près 0,1 g. Donc oui, il y a de l'acide arachidonique dans les produits animaux, mais au final, il y en a peu. Si on se fie aux recommandations de l'OMS, elle recommande de ne pas dépasser 11 à 13 g d'acide arachidonique par jour. Donc c'est clair qu'en mangeant ce type de produits animaux, peu de chances qu'on arrive à 11 à 13 g. Parce que déjà, dans un kilo de bœuf, vous avez à peu près 1 g d'acide arachidonique, donc il faudrait manger plus de 10 kg de bœuf par jour pour arriver à ce taux.
Donc c'est clairement pas possible. Par contre, si on regarde du côté de l'acide linoléique, le taux de conversion en acide arachidoïnique à partir de l'acide linoléique est à peu près de 5 à 10%. Supposons que je mange 100 g d'acide linoléique, ce qui est tout à fait possible. En mangeant des produits transformés, en mangeant de la vinaigrette avec de l'huile de tournesol, en mangeant de la margarine le matin, en mangeant des oléagineux, des graines de tournesol, ou en mangeant des purées d'oléagineux, ou des plats préparés, ou des chips, ou tout un tas de choses qui sont faits à partir d'huile de tournesol, c'est possible d'arriver à 100 g par jour. C'est tout à fait possible. Autant manger 10 kg de viande par jour, c'est pas possible. Autant 100 g d'acide linoléique, oui, c'est possible. Eh bien, ça veut dire que, vu que le taux de conversion est de 5 à 10%, ça veut dire que si je mange 100 g d'acide linoléique par jour, je vais avoir 5 à 10 g d'acide arachidonique. Donc vous voyez, d'un côté, avec des produits animaux, c'est de l'ordre de moins de 1 g. Là, par contre, avec de l'acide linoléique qui peut venir aussi, j'aurais pu le nommer, de manger trop de gras de porc ou trop de gras de poulet, et bien effectivement, là, on peut facilement atteindre les 10 g d'acide arachidonique par jour, voire plus. Donc les gens, ils auront donc plus d'acide arachidonique s'ils mangent des produits industriels ou des produits dans lesquels il y a de l'acide linoléique qui est caché, qu'en consommant des produits animaux, sauf si ces produits animaux, c'est du porc en batterie, du porc blanc en batterie, ou si vous consommez beaucoup de graisse de canard ou beaucoup de graisse de poulet, en dehors de ces cas particuliers, il vaut mieux faire attention à l'acide linoléique qui vient du monde végétal. Et juste pour finir, si je ne parle pas des bénéfices d'un bon taux d'acide linoléique, c'est parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. En fait, dans notre société, aujourd'hui, tout le monde consomme beaucoup trop d'oméga 6. Et donc, on est dans l'excès et donc dans les effets négatifs de cet excès d'acide linoléique. Alors, un commentaire de Josette qui me dit « Cher David, alors on mange quoi? C'est un peu déprimant ton intervention. Le cholestérol, ça fait pas bon ménage avec les graisses saturées, non ?» Alors, il faut bien faire la différence entre ce qu'on mange tous les jours et ce qu'on va pouvoir manger de temps en temps. Cet acide linoléique, il est problématique si tous les jours, j'en apporte beaucoup trop à mon organisme. Donc ça veut dire qu'au quotidien, on va éviter de se gaver d'huile de tournesol, de margarine aux huiles végétales, d'huile de colza, d'huile de toutes ces huiles végétales. On va éviter de trop consommer de porc, et notamment s'il a viande grasse, et si c'est un porc blanc, on va éviter de trop consommer de graisse de canard. On fait attention à notre quotidien, à ce qu'on mange. Et du coup, là, c'est clair qu'au quotidien, il vaut mieux manger plutôt du bœuf, plutôt de l'agneau, que de consommer du porc, sauf si c'est une bonne race de porc qui naturellement fabrique peu d'acide linoléique. Et par contre, les poulets, idéalement, il ne faudrait pas manger la peau, il ne faudrait pas manger le gras du poulet. Bon, après, même le poulet, ça reste pas des valeurs extrêmes non plus. Par exemple, si vous mangez 100 g de blanc de poulet sans la peau, vous allez avoir des quantités faibles d'acide linoléique, puisque la majeure partie du gras est dans la peau. Pour 100 g de blanc de poulet, vous allez avoir à peu près 0,4 g d'acide linoléique, donc c'est faible. Si en revanche vous mangez une cuisse de poulet avec la peau ou des ailes de poulet, là, comme c'est avec la peau, vous aurez à peu près 2 à 3 g d'acide linoléique pour 100 g de cette viande avec la peau. Donc 200 g de cette viande, ça vous fait 4 à 6 g d'acide linoléique. Donc c'est pas négligeable. Donc si c'est du poulet, mangez-le sans la peau, c'est mon conseil. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement d'alterner les différentes sources de viande, du bœuf, de l'agneau, du porc, alors du vrai porc de qualité, de la volaille, de temps en temps, j'alterne, voilà, sur une semaine, j'alterne. Alors au sujet de la remarque entre le cholestérol et les graisses saturées qui font pas bon ménage, il faudrait s'actualiser parce que ça c'est du pipeau. La problématique du cholestérol, c'est une fausse problématique. Ça a été artificiellement créé pour pouvoir vendre des statines, pour pouvoir faire peur aux gens. C'est ce qu'on appelle la théorie lipidique qui a fait croire aux gens que tous leurs problèmes de santé venaient des lipides et notamment des graisses saturées qu'ils consommaient. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, on sait que ce qui pose problème, c'est une consommation trop importante de sucre et de glucides qui vont entraîner une élévation de l'insuline de façon chronique, et c'est ce taux d'insuline trop élevé qui pose problème. Petite remarque de Christian qui me dit attention, ne pas confondre l'acide gras essentiel, encore appelé acide alpha-linolénique, c'est-à-dire l'un des bons acides gras insaturés que l'on peut trouver dans le pourpier. Alors non, je ne confonds pas les deux, l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux acides gras essentiels, l'acide linoléique est le précurseur de l'acide arachidonique, donc c'est un acide gras essentiel de type oméga 6, et l'acide alpha-linolénique, c'est le précurseur de l'EPA et du DHA, qui sont des oméga 3. Alors les deux, on en a besoin, mais en faible quantité.
Alors pour info, dans le pourpier, vous avez à peu près 0,5 g pour 100 g d'acide alpha-linolénique. Alors on met souvent le pourpier en avant en disant qu'il est riche en acide alpha-linolénique. Ok, il en contient, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui consomment 100 g par jour de pourpier, donc ce qui apporterait 0,5 g d'acide linoléique. Et je vous rappelle que le taux de conversion en DHA est de 0,5%. Donc même en consommant 100 g de pourpier par jour, chose que personne ne fait, eh bien vous aurez des quantités de DHA qui seraient insignifiantes. Ensuite, un autre commentaire qui me dit « Merci pour cette réponse de bon sens. Je le crois qu'il faut inciter à la prudence concernant la consommation majoritaire d'acides gras saturés, notamment pour les personnes sujettes à des maladies cardiovasculaires. » Alors là, je réponds non, c'est encore les restes de la théorie lipidique. Non, le problème, ce ne sont pas les acides gras saturés. Les acides gras saturés en eux-mêmes, ils sont tout à fait physiologiques. On en a besoin parce que ce sont les acides gras qu'on va mieux brûler. Les acides gras saturés et les acides gras monoinsaturés, on va les utiliser comme énergie, on va les brûler sans aucun problème. Ce qui est problématique, c'est de consommer trop de sucre, trop de glucides, parce que l'excès d'insuline va générer un état inflammatoire. Alors ensuite, j'ai eu une remarque de Lénie qui me dit « Il faut donc éviter de prendre des compléments alimentaires du type onagre bourrache ou onagre. » Alors c'est vrai que nous, on vend de l'huile d'onagre, de l'huile d'onagre bourrache, et effectivement, on pourrait se dire « Bah non, il ne faut pas en consommer parce que ça contient de l'acide linoléique. » Ça en contient à peu près 70%. Mais, je vais le répéter encore une fois, l'acide linoléique, c'est un acide gras essentiel dont on a impérativement besoin, mais en faible quantité. Idéalement, il faut en consommer moins de 10 grammes par jour. Voilà, je pense que c'est bien de le répéter. La posologie moyenne qu'on conseille pour l'onagre bourrache, c'est 6 capsules par jour. 6 capsules, ça fait 3 grammes d'huile. Donc 3 grammes d'huile, ça fait à peu près 2 grammes d'acide linoléique. Donc on va apporter nos 2 grammes d'acide linoléique, on en a besoin, donc c'est pas du tout un problème, ça reste une quantité qui est faible, mais on va apporter en plus d'autres acides gras comme l'acide gamma-linolénique qui a un intérêt énorme pour le système hormonal féminin. Donc c'est bien de faire attention à tous ces apports d'acide linoléique, les compléments alimentaires ça en fait partie, mais dites-vous que 6 capsules d'huile d'onagre ou d'huile d'onagre bourrache, ça représente même pas une cuillère à café d'huile. Par contre, quand vous faites une sauce de salade avec de l'huile de tournesol, c'est pas une cuillère à café que vous mettez dans votre salade, ça va être plusieurs cuillères à soupe. Donc il faut faire la part des choses. Il y a des choses que vous prenez en petite quantité, et même s'il y a beaucoup d'acide linoléique, beaucoup sur une petite quantité, au final ça fait pas beaucoup. Par contre, il y a des choses que vous allez consommer tous les jours en quantité importante, là, il faut faire hyper attention à l'acide linoléique pour pas faire exploser les compteurs. Alors après, j'ai eu un commentaire de Paléocube qui me dit « Je viens de réaliser que les pourcentages que donne David sont sur la quantité totale de lipides des aliments. Ça donne donc une idée et un ratio, mais attention, les aliments sont plus ou moins gras, donc pour 100 grammes d'aliments, cela ne fait pas la même quantité d'acide linoléique à la fin. Par exemple, les avocats et les noisettes ont 10% d'acide linoléique, mais les noisettes sont 3 fois plus grasses, donc pour 100 grammes d'avocat, on aura 3 fois moins d'acide linoléique avec 100 grammes de noisettes. Alors oui, c'est tout à fait juste. J'ai peut-être pas assez bien précisé ça dans la première vidéo, mais c'était un pourcentage par rapport aux quantités de lipides qu'il y avait dans l'aliment. Donc effectivement, un aliment qui contient peu de lipides, même s'il y a un fort taux, alors ça dépend de la quantité que vous allez consommer. Mais c'est clair que si vous consommez des kilos, ce sera problématique. Mais bon, un aliment qui contient peu de lipides, évidemment, même avec un fort taux d'acide linoléique, au final, on en aura peu. Bon, après, vous faites vos petits calculs. Vous savez que idéalement, il faudrait tourner autour de 5 à 10 grammes par jour. Ça, ce serait l'idéal d'acide linoléique. Et voilà, vous prenez votre petite calculette et vous faites vos petites opérations pour voir à peu près combien vous consommez d'acide linoléique par jour. Par exemple, dans l'huile d'olive, vous en avez à peu près 10%. Alors 10% de l'huile d'olive, vu que c'est 100% de lipides. Si vous consommez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça fait à peu près 30 grammes d'huile. 10% de 30 grammes, ça fait 3 grammes. Donc déjà, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça vous amène 3 grammes d'acide linoléique. Alors ce que je lui avais répondu aussi, c'est que je lui avais dit que effectivement, alors bon, c'était tout à fait juste ce qu'il disait. C'est vrai que quand on est en régime cétogène, vu qu'on consomme beaucoup de gras qu'en alimentation riche en glucides, et du coup, on doit faire d'autant plus attention au gras qu'on consomme. Et dans cette première vidéo, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il n'y avait pas que les huiles végétales de graines qui contenaient de l'acide linoléique, il y a aussi les graisses animales. Si par exemple vous utilisez que de la graisse de canard pour faire cuire vos aliments,
ou pour manger comme ça. Sachant que dans la graisse de canard, il y a à peu près 30% d'acide linoléique. Une personne qui consommerait 200 grammes de graisse de canard par jour, eh ben, elle aurait 60 grammes d'acide linoléique. Donc ce serait un vrai problème. Il y a le même problème avec la graisse de porc qui contient 20% d'acide linoléique si c'est du porc classique blanc et si c'est pas une race de porc particulière. Là encore, si par jour, supposons que quelqu'un consomme 100 grammes de graisse de porc par jour, ben ça va apporter 20 grammes d'acide linoléique. Donc la problématique, elle est là. Nous, en régime cétogène, on consomme beaucoup de gras, donc on doit être attentif à toutes nos sources de gras, qu'elles soient végétales ou animales. Ensuite, commentaire de Martine. Merci pour toutes ces informations intéressantes. Vous ne me parlez pas de l'huile de coco, très à la mode actuellement. Votre avis m'intéresserait beaucoup, merci d'avance. Alors, je n'en parle pas, j'en ai pas parlé dans la première vidéo parce qu'elle contient peu d'acide linoléique. Et vu que c'était une vidéo qui mettait en avant les aliments qui en contiennent le plus, effectivement, j'en ai pas parlé à cause de cette raison, mais c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Quand on regarde la composition de cette huile de coco, elle semble très bonne, sauf que c'est une huile que mon corps n'aime pas. Donc, je n'en consomme pas et je dis aux gens, attention, vous pouvez consommer de cette huile, peut-être, mais faites le test, comparez-la avec d'autres sources de gras et voyez si vous la digérez bien, si vous la supportez bien. C'est clair que si vous consommez une huile et qu'elle vous amène, alors une fois que vous êtes céto-adapté, parce qu'évidemment, dans la période de céto-adaptation, on n'est pas habitué à consommer autant de gras, donc on peut avoir des sensations nauséeuses, simplement parce que notre vésicule biliaire, elle n'arrive pas à produire suffisamment de bile pour émulsionner tous ces lipides. Mais si on a passé cette phase de céto-adaptation, on peut avoir de la nausée avec certains gras que notre corps ne supporte pas. Moi j'ai ça avec certaines huiles végétales qui sont riches en acide linoléique. J'ai ça notamment avec le gras de porc blanc, le classique, qui m'amène une sensation nauséeuse très rapidement. Donc l'huile de coco pourquoi pas, mais testez. Testez que vous la supportez bien. Ensuite, commentaire de Zakodu. Concernant la graisse de bœuf dont vous parlez, la faire cuire comme vous dites n'est pas suffisant. Je pense qu'avant de l'utiliser comme graisse de cuisson, il faut la clarifier au même titre que le ghee, sinon elle résiste peu à la chaleur comme le beurre. Alors c'est pas du tout la même chose, on ne peut pas comparer de la graisse de bœuf qui contient quasiment que de la graisse avec du beurre qui est un produit qui est issu du lait, donc le lait qui contient des glucides, qui contient des protéines et qui contient des lipides. Le beurre, c'est un produit fabriqué par l'homme dont la matière première à la base contient différentes choses. On a donc besoin de clarifier le beurre pour éliminer les résidus de protéines et de lactose. Par contre, la graisse de bœuf, c'est de la graisse de bœuf. La seule chose, c'est que quand vous recevez votre graisse de bœuf, il peut y avoir des petits morceaux de viande. Mais ça reste des choses que vous allez filtrer en fait. Moi, quand j'achète ma graisse de bœuf, donc c'est des paquets de 2 kg, généralement je fais fondre dans une casserole par 1 kg. Donc vous faites fondre votre graisse de bœuf à feu doux et vous allez avoir tous les résidus qui vont rester au fond. Je verse dans une passoire et les résidus, ils ne vont pas traverser la passoire parce que ce sont des morceaux qui sont assez volumineux. Du beurre clarifié, si vous le mettez dans une passoire, vous allez voir que ça va traverser la passoire parce que ce sont des molécules qui sont beaucoup plus petites. Donc la graisse de bœuf, il n'y a pas à la clarifier comme avec le beurre, il y a juste à filtrer pour que les résidus les plus volumineux, ils restent dans la passoire. Petite question de Patrice qui me dit, en résumé, que reste-t-il à manger? Alors comme je l'ai déjà dit, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est mal habitué dans nos choix alimentaires. On a tendance à considérer que tout est bon. On vit dans un mode de profusion où on a tous les aliments de la terre à notre disposition. Et du coup, quand des personnes comme moi disent non, cet aliment-là qu'il y a sur la table, qui a été mis par un industriel qui nous veut forcément du bien, cet aliment c'est de la merde, donc on balance. Cet aliment qui est conseillé par la plupart des naturopathes, qui est dans les magasins bio, c'est pareil, c'est de la merde, on balance. Évidemment, quand moi je fais le tri, il y a tout un tas d'aliments. Vous imaginez que vous avez une immense table avec tous les aliments disponibles aujourd'hui, il y a tout un tas d'aliments qu'on vire parce qu'ils ne devraient jamais être sur notre table. Mais bon, après, il reste une quantité énorme d'aliments. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous partage mon expérience. Je sais qu'il y a plein de personnes qui écoutent mes vidéos et qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes digestifs et qui sont en recherche de solutions. Moi, je vous apporte des solutions en vous disant peut-être que votre problème, il vient de cet aliment que vous consommez tous les jours depuis des années ou depuis des dizaines d'années et peut-être que cet aliment, il vous pose problème. Parce qu'il n'est pas neutre. Aujourd'hui, on entend partout dire que les oléagineux, ce sont des super aliments, qu'on devrait tous en consommer tous les jours, on devrait tous consommer des noix, des amandes, des noisettes. Sauf qu'on oublie de dire que ces mêmes oléagineux,
ils sont bourrés de lectine et qu'en plus, ils contiennent beaucoup d'acide linoléique. Donc moi, je vous dis, non, ça, c'est pas des bons aliments à consommer au quotidien. De temps en temps, pourquoi pas, mais pas au quotidien. Et ça, c'est valable pour tout un tas d'aliments. Vous vous rendez compte qu'il y a encore des pays dans le monde où il y a des gens qui crèvent la faim, où il y a des gens qui mangent que du riz, que du sorgho, que du millet. Il y a des gens qui mangent juste quelques aliments tout au long de leur vie. Et nous, on va se plaindre parce que sur une variété de 10 000 aliments, il va en rester plus que 200. Donc on a la chance de pouvoir choisir les aliments. On a des aliments qui sont mauvais pour nous, on a des aliments qui sont moyens, et on a des bons aliments pour nous. On a la possibilité de choisir. Ceux qui ont envie de continuer à manger des mauvais aliments, moi, ça m'est complètement égal. Je m'en fous. Vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je ne suis pas là pour vous empêcher de manger ce que vous avez envie de manger. Vous mangez ce que vous voulez. Je suis juste là pour dire à ceux qui ont envie de régler certains problèmes de santé, qui n'ont pas trouvé de solution, qu'il y a des solutions. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu pendant 20 ans des crises de dyshydrose. J'ai mangé toute ma vie des fruits, beaucoup trop de fruits. Et puis je me suis rendu compte, il y a quelques années, qu'en fait c'était les fruits qui étaient l'origine de ma dyshydrose. Chaque fois que je mange trop de fruits, j'ai une crise de dyshydrose. Et des comme moi, il y en a plein. Donc moi j'ai trouvé ma solution. J'arrête de manger ces quantités excessives de fruits. Si j'en mange un petit peu, ça me fera rien, mais je sais que si j'en mange trop, je vais avoir une crise de dyshydrose. Pour info, la dyshydrose, c'est une sorte d'eczéma. Voilà, donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Ceux qui ont envie de régler leurs problèmes, sachant que certains problèmes sont d'ordre alimentaire, tous les problèmes ne viennent pas de l'alimentation évidemment, mais si c'est un problème lié à un aliment que vous consommez et que votre corps il n'aime pas cet aliment, moi je vous donne des pistes pour identifier ces aliments qui vous posent problème. Après, c'est à vous de voir, hein. Soit vous identifiez l'aliment et vous le supprimez, soit vous l'avez identifié mais vous avez malgré tout envie de le consommer. Il faut en accepter les conséquences, c'est tout. Alors ensuite, un commentaire de Spédric. Bonjour David, merci pour cette vidéo. Si j'ai bien compris, consommer mes œufs bio issus de la filière bleu blanc cœur enrichis en graines de lin, c'est pas bon. Alors là, encore une fois, c'est une remarque qui suppose que le gras qu'il y a naturellement dans l'œuf, c'est le même que le gras qu'il y a dans la peau du poulet. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'œuf c'est un truc particulier, c'est un ovule, et cet œuf il contient peu d'acide linoléique, puisqu'on est autour d'à peu près 0,5 g par œuf. Alors à moins que vous mangiez 10 œufs par jour, ce qui vous ferait à peu près 5 g d'acide linoléique, bon on va dire que si vous en mangez 4 par jour, ce qui est déjà pas mal, eh bien ça va vous faire à peu près 2 g d'acide linoléique. Donc c'est bon, on est dans les clous. Alors je vais vous parler à nouveau du gras de bœuf, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « J'ai commandé du gras de bœuf sur le site Pour de Bon. Il est indiqué qu'il a une DLC de 2 jours. Le simple fait de le chauffer, filtrer pour enlever les morceaux de viande, est-ce que ça permet une conservation d'une année? Oui, ça permet une conservation d'une année. En fait, le problème, c'est qu'il y a des bactéries, que ces bactéries de putréfaction, elles vont dégrader le gras et puis les petits morceaux de viande. En gros, si vous le laissez trop longtemps, ça va pourrir. Et donc, en faisant fondre votre gras de bœuf, alors ils font, je ne sais pas combien, c'est au-dessus de 100 degrés, en faisant fondre votre gras de bœuf, vous allez enlever tous les petits morceaux de viande, tout ce qui pouvait rester, mais vous allez tuer toutes les bactéries. Il va vous rester que du gras. Alors en plus, s'il y avait un petit peu d'eau, elle va s'évaporer, et vous allez avoir que du gras. Voilà. Et à la limite, quand vous avez un bocal qui est rempli de gras, la surface, il pourrait y avoir un petit peu de bactéries qui se développent, mais moi j'ai jamais vu ça. Très sincèrement, je conserve du gras de canard 1 an au frigo sans problème. Alors si des fois il peut y avoir un petit peu de moisissure qui apparaît, vous enlevez la moisissure et comme c'est de toute façon quelque chose que vous allez refaire cuire, ça pose pas de problème. Sur du gras de canard, il peut y avoir un peu de moisissure, notamment si il y a un petit peu d'eau en fait sur le dessus, parce que quand vous ouvrez votre bocal, quand vous le fermez, vous allez avoir un peu de vapeur d'eau qui est dans l'air, qui va être emprisonné dans le bocal, et donc cette petite quantité d'eau peut permettre aux moisissures de se développer. Mais après, vous le voyez visuellement, hein. C'est clair que si ça devient vert, c'est pas bon signe. Voilà, en tout cas, du gras de bœuf qui est fait comme ça, qui est fondu quand vous l'achetez, ensuite mis en bocal, ça se conserve sans problème une année. Après, je pense pas qu'un pot, vous allez le garder une année quand même. Petite remarque de Fabien qui me dit « Je ne suis pas d'accord avec toi au sujet des porcs nourris aux graines de lin. Tu oublies qu'ils vont convertir la majorité des oméga 3 du lin en EPA et DHA qui sont assimilables par nous. » Alors je suis allé voir un petit peu ce qu'il en était. Alors dans une étude publiée dans la revue Animal, il a été montré que la viande de porc de race Duroc
élevé en plein air et nourri avec une alimentation à base de graines de lin contenait environ 0,13 g de PA et 0,14 g de DHA pour 100 g de viande crue. Alors ça fait pas beaucoup, hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans une seule de nos capsules d'oméga 3, donc les oméga 3, enfin le produit qu'on appelle oméga 3 800 de la marque Digiform, vous avez 3 fois plus de PA et de DHA dans une seule capsule. Donc effectivement, il y a de l'EPA et du DHA, mais ça reste quand même faible. Donc même avec des races comme la race du Roc ou le porc noir de Gascon, qui font naturellement plus de PA et de DHA, même nourris avec des graines de lin, on reste avec des taux de PA et de DHA qui sont faibles. C'est clair qu'on n'est pas dans les mêmes taux qu'avec des poissons gras comme la sardine ou le maquereau. Il faut tout simplement pas chercher les oméga 3 dans des produits qui de toute façon vont en contenir peu. Alors après, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, mais on en a besoin quand même d'un petit peu plus que ce qu'il y a dans cette graisse de porc. Et après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces graines de lin qu'on va donner au porc, et donc qui vont entraîner un petit peu plus de PA et de DHA, le problème c'est qu'elles vont entraîner beaucoup plus d'acide linoléique, donc beaucoup plus de cet oméga 6 pro-inflammatoire qu'il y a naturellement en trop grande quantité dans notre alimentation. Donc il faut faire attention, il faut tenir compte de tous les aspects. Oui, des porcs qui ont une alimentation enrichie en graines de lin vont avoir un peu plus de PA et de DHA, mais attention, il y aura beaucoup plus d'acide linoléique. Donc entre les deux, le problème c'est que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'acide linoléique, ça ne prend pas sur le reste. Voilà, on arrive au terme de ce question-réponse, et aussi à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris encore plein de choses. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.